Voilà, nous allons donc poursuivre notre cours de néphrologie pédiatrique pour les étudiants de D3 de l'UOM. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome glomérulaire. En fait, je vais vous présenter toute une série de définitions et de notions importantes que vous devriez avoir. Je vous dis aussi que c'est une occasion pour vous, puisque le cours est enregistré. Vous avez donc un support avec des diapos qui vous permettront de répéter vos cours et de revoir les notions essentielles. Voilà. Alors, le syndrome glomérulaire, c'est quoi? En fait, nous avons vu la fois passée, hein, vous vous rappelez que le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Et on a vu que le glomérule, hein, c'est l'ensemble des petits vaisseaux qui s'enroulent entre eux. Il y a une voie afférente et une voie efférente. Bon, vous avez déjà ça sur vos diapos du cours précédent. Et donc maintenant, nous allons parler du syndrome glomérulaire, c'est-à-dire de la pathologie qui touche justement le glomérule et qui sera caractérisé par des signes importants. Ce qui compte pour vous, du moins je suis en train de parler aux cliniciens, c'est d'avoir des notions cliniques qui vous permettent d'évoquer le diagnostic d'une néphropathie, donc d'une maladie du rein. Ça, c'est important puisque dans notre milieu, nous n'avons pas beaucoup de néphrologues et nous n'avons pas non plus beaucoup de moyens pour faire le diagnostic des maladies qui intéressent le rein. Et donc, parfois, on peut passer à côté. Alors, quels sont ces signes? Quelles sont les caractéristiques essentielles d'un syndrome glomérulaire, c'est-à-dire d'une pathologie qui touche le glomérule? Nous aurons ce qu'on appelle la protéinurie glomérulaire. La protéinurie glomérulaire, ça signifie qu'on aura des protéines dans les urines. Et pour pouvoir détecter ces protéines dans les urines, il faut en avoir les moyens. Parmi les moyens essentiels qu'il faut avoir au lit du malade ou encore dans le centre de santé, c'est la fameuse bandelette urinaire. Je reviendrai dessus. Je vous montrerai un exemple d'une bandelette urinaire pour vous permettre ainsi de mieux apprécier ce que nous sommes en train de dire pour ne pas rester sur des notions purement théoriques. J'avais oublié d'activer ma caméra, c'est plus simple, c'est plus facile aussi pour vous quand vous suivez la personne qui vous présente le cours. Alors, la bandelette urinaire, vous le savez, c'est une tigette, elle s'appelle aussi tigette urinaire, qui vous permet de détecter dans les urines, parce que les urines, c'est le liquide qui est sécrété, si vous voulez, c'est le liquide qui est éliminé par le rein à travers les voies urinaires et qui arrive dans une poche qu'on appelle la vessie, et puis nous les éliminons à l'extérieur. On va utiliser la bandelette urinaire qu'on va plonger dans le pot d'urine. On va laisser agir cette bandelette pendant quelques secondes. Il faut lire la notice. Et puis, la bandelette, elle a une référence, donc un petit tableau avec des signes, etc. Je vous montrerai une image sur ça pour vous permettre de bien comprendre cela. Alors, donc la bandelette, c'est un des premiers outils que nous allons utiliser pour détecter la présence des urines, des protéines dans les urines. Mais ça ne suffit pas. La bandelette, elle est, si vous voulez, elle donne une orientation semi-quantitative, surtout qualitative. Et c'est pour cela qu'il faut alors confirmer la quantité totale des protéines que l'on perd à travers les urines. En général, elle est confirmée par ce qu'on appelle le dosage pondéral. Donc, en grammes par rapport au gramme de la créatinurie, ou en milligrammes ou millimoles,
de créatinurie ou en grammes 24 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que si je trouve des traces des urines dans la bandelette, je dois me poser la question en disant, mais sur une journée de 24 heures, quelle est la quantité de protéines que le patient perd à travers les urines? Alors, vous allez le faire doser au laboratoire. On va vous dire qu'il faut recueillir les urines, par exemple, de 24 heures. Et dans les urines de 24 heures, le technicien va les mélanger et puis il va faire le dosage de protéines dans une certaine quantité de, des urines. Et puis, il va multiplier par la dilution qu'il aura faite et il va vous dire que, par exemple, il a 30 grammes de protéines qui sont perdues en 24 heures. C'est important d'avoir cette notion parce que elle vous permet d'apprécier la quantité, la perte de protéines que le patient présente par jour. Et ça signifie qu'après X jours, s'il n'a pas une compensation, ce patient va présenter des problèmes qui sont liés à une carence de protéines. Et nous avons vu aussi, je pense qu'on l'a vu la fois passée, que parmi les protéines, il y a une protéine principale qui est importante, qui joue un rôle important, c'est l'albumine. Les protéines sont composées pour la plupart par l'albumine. Je pense vous avoir parlé la fois passée qu'il faut faire aussi ce qu'on appelle le protidogramme, c'est-à-dire l'électrophorèse des protéines. En faisant le protidogramme, l'électrophorèse des protéines, on va découvrir que le premier pic, c'est un pic important qui représente l'albumine et la quantité d'albumine par rapport à la quantité des protéines totales, elle a une valeur supérieure à 60%. Donc, plus de la moitié des protéines que nous avons dans le sang est composée par la protéine qu'on appelle albumine. Et l'albumine, c'est la protéine essentielle puisqu'elle sert pour transporter les médicaments, elle a un effet oncotique, etc. Donc, c'est une protéine essentielle et c'est elle aussi qui est importante pour définir notre état de nutrition. En dehors de cela, vous allez avoir un pic alpha 1, alpha 2. Ces pics sont aussi des protéines, parmi lesquelles des protéines inflammatoires. Donc, vous pouvez identifier la CRP en voyant le profil de l'électrophorèse. Après, vous avez d'autres profils, hein, et puis vous aurez à la fin un pic de gamma-globulines. Et les gamma-globulines sont identifiées selon le type. Vous avez les IgG, IgE, IgM, etc. Mais enfin, l'ensemble, ce sont les pics de gamma-globulines. Enfin, c'est le dôme de gamma-globulines. Donc, dans le syndrome glomérulaire, pour pouvoir arriver à un diagnostic, je dois avoir au moins un outil, lequel? La bandelette urinaire. Pourquoi je parle de la bandelette urinaire? Parce qu'elle ne coûte pas très cher, elle est disponible, elle vous permet de vous orienter. Ensuite, après, il faut quantifier. Nous allons voir qu'il y a aussi des bandelettes qu'on appelle des bandelettes qui permettent de faire le dosage de la microalbuminurie. Ce sont des bandelettes qu'on utilise et qui nous permettent de quantifier la quantité d'albumine par rapport à la créatinine dans les urines. Et ces bandelettes-là, elles coûtent un peu cher, hein, puisque je vais dire, le coût moyen, c'est entre 10 et 15 dollars la bandelette, qui vous permettent d'identifier très tôt les faibles petites quantités d'albumine que quelqu'un peut perdre dans les urines. Nous utilisons ces bandelettes-là avec un petit appareil pour étudier justement une pathologie qui est caractérisée par un syndrome glomérulaire chez les patients drépanocytaires. Retenez au moins cela que chez les patients drépanocytaires, on recherche la microalbuminurie. Donc, les petites quantités d'albumine que le drépanocytaire peut perdre à travers les urines. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce que l'identification de petites quantités de protéines dans les urines à temps va nous permettre de pouvoir prendre en charge ce patient. Je pense que nous aurons le temps
soit dans le cours d'hémato, soit peut-être maintenant dans le cours de néphrologie, on aura l'occasion de parler aussi de ce qu'on appelle la néphropathie drépanocytaire, qui sera caractérisée justement par un syndrome glomérulaire. Alors, autre signe que l'on va voir au cours d'un syndrome glomérulaire, et on reviendra dessus, je vous donnerai un peu plus de détails, c'est l'hématurie. Que signifie l'hématurie? L'hématurie, ça signifie la présence de sang dans les urines. Mais cette hématurie, c'est-à-dire le sang dans les urines, elle peut être soit ce qu'on dit une hématurie microscopique, c'est-à-dire qu'avec mes yeux, je ne la vois pas tellement. Je vois les urines ont une couleur plus ou moins jaunâtre, mais c'est pas parce que c'est jaune qu'il n'y a pas du sang dedans. Et quand on parle du sang, il s'agit principalement des globules rouges. Et donc, cette hématurie peut être microscopique, et alors, comment est-ce qu'on l'a défini? Il faut aller regarder au microscope. C'est pour cela que je vous disais, parmi les outils de diagnostic que l'on doit avoir en néphrologie, il y a la bandelette urinaire, il y a la biochimie, mais ici, n'oubliez pas aussi, on a parlé de l'ECBU, donc il y a le microscope. Et au microscope, ce qu'on peut observer, c'est qu'on peut compter le nombre de globules rouges, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de globules rouges soit sur le champ microscopique, c'est-à-dire la partie que je suis en train d'observer, c'est le champ microscopique, ou bien encore on peut faire la numération des globules rouges à travers les cellules de comptage. Ces cellules de comptage, il y en a plusieurs, ce sont les cellules de Burker, les cellules de Najot. En fait, il y a plusieurs types. Ce sont des petites cellules qui sont quand on met au microscope, on met le liquide dessus, on met une lamelle au-dessus et on regarde au microscope à un grossissement déterminé. On compte le nombre de cellules qu'il y a dans les petits carreaux. On fait la moyenne et on peut faire une règle de 3 pour dire qu'il y a, par exemple, plus de 10 globules rouges par millilitre, par exemple, ou encore un nombre beaucoup plus important. Lorsqu'on regarde ces globules rouges, lorsqu'on regarde les urines au microscope, il faut aussi regarder la forme des globules rouges. Et pas seulement la forme des globules rouges, nous verrons, il faut rechercher d'autres éléments dans les urines aussi. En fait, il faut faire une microscopie des urines, donc vous allez voir autre chose que les globules rouges. Et alors, il faut regarder comment sont ces globules rouges au niveau du microscope. Ces globules rouges peuvent être déformés, soit vous savez que les globules rouges ont la forme discoïde, soit ces globules rouges sont éclatés, ça signifie qu'ils sont déchiquetés, ils ont des formes bizarres, soit ils sont déformés, ou encore ces globules rouges sont réunis en paquets, et des paquets qui rappellent la structure du néphron, c'est-à-dire dans des tubules. Et alors, c'est ce qu'on appelle les cylindres. Donc, ça, parce que c'est ça, on verra, je pense que j'ai quelques images, on verra ça. Et donc, il faut dire s'il y a une présence de cylindres hématiques ou pas. Les cylindres peuvent ne pas être hématiques. Il y a des cylindres mixtes, il y a des cylindres à base de globules blancs et tout, etc. Ça, c'est l'hématurie microscopique. Évidemment, l'hématurie, elle est macroscopique lorsque je sais la voir déjà avec les yeux. Ce n'est pas compliqué, hein? Vous regardez les urines et vous voyez que dans les urines, les urines sont rouges. Mais nous allons voir que la couleur rouge n'est pas seulement due aux globules rouges, au sang. Parfois, la couleur rouge, elle est due à des médicaments que quelqu'un peut avoir pris, etc. Donc, ça, c'est important. Le syndrome glomérulaire. Un, protéines dans les urines. Deux, le sang dans les urines. Et alors, à côté de cela,
C'est une façon vraiment très synthétique, hein, ce que je vous donne, mais je pense que ce sont des notions de base que vous devriez avoir. À côté de cela, et à cause de l'altération que l'on a au niveau du glomérule, on aura des conséquences de type hypertension artérielle. On ne pense pas suffisamment en pédiatrie à l'hypertension, mais il faut vraiment se mettre en tête que l'enfant, ce n'est pas un petit adulte, hein. L'enfant présente aussi les problèmes que les adultes peuvent avoir. Et c'est pour cela qu'il faut prendre la tension artérielle en pédiatrie. D'ailleurs, je pense que vous avez vu ça dans le cours de sémiologie. Il y a plusieurs façons de prendre la tension artérielle en pédiatrie. Et alors, pour prendre la tension artérielle en pédiatrie, il faut avoir les brassards adaptés, les brassards pédiatriques. De ce que moi je sais, c'est que en pédiatrie, vous aurez des petits brassards de nouveau-nés qui sont tout petits. Alors, la règle générale, c'est que lorsque vous mettez le brassard, il ne doit pas occuper plus de 2 tiers du bras. Donc, quand vous le mettez, il ne faut pas que le brassard arrive jusqu'à l'avant-bras. C'est pas normal. Il occupe généralement le 2 tiers du bras. Donc, ça, c'est important. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je pense que nous, en pédiatrie, dans le département, on doit exiger que l'on puisse avoir des brassards pédiatriques. Les brassards pédiatriques, ce n'est pas un seul. Il faut avoir le brassard pour le nouveau-né, le brassard pour les jeunes enfants, et le brassard pour les enfants un peu plus grands et les adolescents. Après, le brassard des adultes, il va assez bien aussi chez les adolescents, enfin, au-delà de l'âge de 15 ans. Donc ça, c'est un point important à retenir, prendre la tension artérielle en pédiatrie. Oui, en néonate, on prend aussi parfois la tension. Ah oui, la tension artérielle, où est-ce qu'on la prend en général? On la prend en général au membre supérieur, mais on peut la prendre aussi au membre inférieur. Et chez les nouveau-nés, justement, moi, j'ai pratiqué cela en néonate parce que parfois, on n'a pas le brassard néonatal et on peut prendre la tension artérielle au membre inférieur. Chez les nouveau-nés, par exemple. Puis, il y a plusieurs techniques, hein, chez les adultes aussi, hein. Et vous savez aussi que la tension artérielle, c'est des règles de sémiologie. Vous pouvez la prendre en position assise, en position debout et en position couchée. C'est important de le savoir. Parfois, il faut prendre la tension artérielle chez le patient en position debout. Pourquoi? Parce que parfois, vous pouvez avoir des problèmes. Quand je dis prendre la tension artérielle, ce n'est pas nécessairement pour détecter l'hypertension. Je peux détecter aussi l'hypotension. L'hypotension aussi pose des problèmes. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre la tension artérielle dans la position debout parce que vous allez voir qu'il y a des différences dans la position debout et dans la position couchée. Et parfois, d'ailleurs, pour moi, c'est un principe, hein, quand vous prenez la tension artérielle pour la première fois, vous la prenez à gauche et à droite et vous allez voir que vous n'avez pas nécessairement les mêmes valeurs. Mais c'est important. Euh, Vous avez appris en cardiologie les pathologies cardiovasculaires, congénitales et tout, etc. Et vous savez que, bon, la force de l'expulsion du sang au niveau du bras gauche est différent de la tension qu'il y a à droite, etc. Et puis, vous pouvez avoir des anomalies qui expliquent qu'il y a une différence entre le bras gauche et le bras droit. Et puis, quand vous prenez l'attention aussi en pédiatrie, on essaye aussi, on prend toujours aussi les poules périphériques. On regarde au niveau inguinal, si je prends le pouls fémoral, axillaire, jugulaire et tout. C'est des trucs importants. Je vous rappelle que la pédiatrie, ce n'est pas, ah, ça c'est le cours de néphrologie, ah, c'est le cours d'hémato, etc. Non, la pédiatrie, c'est l'ensemble de cours qui étudient la santé de l'enfant en phase de croissance. Donc, l'hypertension, à rechercher. Faites en pratique pour vous, cliniciens, il faut prendre la tension artérielle. Qu'est-ce qu'il faut aussi rechercher? Ce sont les œdèmes. Vous avez compris pourquoi on va rechercher les œdèmes dans un syndrome glomérulaire, puisqu'on a appris que l'albumine, qui est une des protéines principales, a un effet onco, pardon, elle retient le liquide
dans les vaisseaux. Or, si la quantité d'albumine diminue, qu'est-ce que les liquides vont faire? Les liquides vont sortir dans les vaisseaux. Et lorsque ça sort dans les vaisseaux, où est-ce que ça va aller? Ça va aller dans l'espace interstitiel. Et cet espace interstitiel, donc, c'est de l'eau qui va se cumuler là-bas et qui va provoquer ce qu'on appelle l'œdème. Donc, vous retenez bien, parmi les signes cliniques, d'un patient qui présente un syndrome glomérulaire, vous allez rechercher la tension artérielle, donc on peut avoir l'hypertension, les œdèmes. Œdème, ça signifie une augmentation de liquide dans l'espace interstitiel. Et comment est-ce que ça va se manifester? En général, nous nous mettons en position orthostatique et donc pendant la journée, on passe une bonne partie de notre temps en position orthostatique et donc le liquide aura tendance à se cumuler vers les parties inférieures et donc on aura des œdèmes dans les membres inférieurs. Nous avons vu ça déjà quand on a parlé des syndromes néphrotiques, non? Ces œdèmes, on les aura aussi, par exemple, chez les garçons, dans les bourses. Pourquoi? Les bourses sont, c'est des poches qui vont avec la force de la gravité. Le liquide va se cumuler dedans. Donc, on peut avoir des grosses bourses chez un enfant parce que ça signifie l'œdème. Et lorsqu'on est couché aussi, la région la plus où on va identifier les œdèmes chez un patient qui reste au lit, c'est au niveau du sacrum. Donc, il faut regarder sur le dos s'il n'y a pas des signes d'œdème. L'œdème, en général, si vous poussez dessus, puisqu'il y a de liquide, ça donne un petit godet, un enfoncement. Et cet enfoncement, c'est le godet, qu'on dit un godet qui peut être bilatéral, unilatéral et tout. C'est un œdème mou en général. Mais autre chose qui peut être liée, enfin, je vous donne déjà des symptômes, hein, qui peut être lié justement à cette perte de liquide dans l'espace interstitiel, c'est que cette perte de liquide va se cumuler dans l'espace interstitiel et ne va pas donc circuler, ne va pas être éliminée avec les urines. Et qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que l'enfant prend du poids. Ce qui arrive, par exemple, au cours de ce qu'on appelle l'anasarque. L'anasarque, ça signifie un œdème généralisé pratiquement partout, et alors on devient comme un Michelin. Vous avez appris en pédiatrie ou en hémato la nasarque de Barth, cette maladie qui fait que le fœtus dans le ventre de la maman est déjà tout gros, œdémacié, mais malheureusement, à cause de cela, il est pâle parce que c'est lié en général à ce qu'on appelle l'alpha-thalassémie. Il est tout pâle et avec un cœur qui est déficient et donc il peut mourir par insuffisance cardiaque. Et enfin, lorsque le rein ne fonctionne pas bien, puisque l'élément essentiel du rein, c'est le néphron, et lorsque le glomérule est malade, ça signifie finalement la fonction rénale. La fonction de le rein, c'est un organe qui nous sert pour l'épuration du corps. Cette fonction de l'épuration ne marche pas bien, c'est ce qu'on appelle insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale, on la distingue généralement en aiguë parce que ça peut arriver dans un bref de temps très court à la suite des événements aigus qui peuvent expliquer que brutalement, en peu de temps, les reins ne fonctionnent pas. Ou encore, ça peut être une insuffisance rénale chronique. Les reins ne fonctionnent pas. Quels sont les signes qui montrent que le rein ne fonctionne pas? Bah, écoutez, mais les signes, puisque les reins servent à épurer, à faire l'épuration du corps humain, parmi les signes, on va voir que les déchets commencent à s'accumuler dans le sang. Et quels sont les critères pour voir que il y a des déchets dans le sang? C'est de faire le dosage de la créatinine et de l'urée. Et les conséquences aussi que le rein ne marche pas bien, vous le savez très bien, quand le rein ne marche pas bien, à la fin, on a difficile à uriner. Même si on aura des phases, parfois, ce qu'on a pas, on dit des phases de polyurie, mais généralement, on finit par avoir oligurie ou anurie. Voilà. Là, je pense que c'est quand même clair. Ce n'est pas trop compliqué. Ça, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'on appelle le syndrome glomérulaire. Donc, facile à retenir par
les signes que l'on vient de voir et par les examens que l'on peut détecter au cours de ce syndrome glomérulaire. Alors, je voudrais commencer maintenant euh, vous dire rapidement, parler rapidement sur l'insuffisance rénale. On vient de dire qu'on a une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance rénale chronique. Celle qui nous intéresse. Bon, l'aigu, quand même, c'est des choses qui arrivent, par exemple, au cours d'une hospitalisation. Le patient fait une malaria cérébrale et puis à un certain moment, il n'urine pas bien. C'est ce qu'on appelle une tubulopathie au cours, par exemple, d'une malaria sévère, de la Blackwater fever, quand on a euh, hémolyse intravasculaire importante, ce qui fait que l'hémoglobine libre euh, va précipiter dans les tubules du rein, et c'est ce qui est à la base de la tubulopathie qui va se manifester avec une insuffisance rénale aiguë. Donc ça, c'est au moins une chose importante que vous devriez retenir. Voilà. Donc, l'insuffisance rénale chronique, c'est la conséquence évidemment de la réduction du nombre d'unités fonctionnelles du rein. Ces unités fonctionnelles du rein, ça s'appelle le néphron qui fonctionne. Et lorsque ça touche pratiquement les deux reins, on a l'avantage d'avoir deux reins. Quand un est malade, l'autre peut compenser. Et c'est pour cela que quelqu'un peut donner son rein pour sauver un membre de la famille et il va garder un seul rein qui va continuer à fonctionner. Alors, l'insuffisance rénale ne se manifeste pas d'emblée avec des signes comme l'oligurie et tout. Ça peut être asymptomatique. Ça peut commencer malembe, doucement, doucement, sans qu'il y ait des signes cliniques patents. C'est pour cela d'ailleurs qu'on recourt à des examens du genre créatinine, urée, tigette urinaire et tout, etc. Le patient peut être bien, mais il ne sait pas qu'il a commencé à faire une insuffisance rénale. Et en général, pour savoir si le rein fonctionne mal ou il fonctionne bien, moi, je vais pas trop m'attarder dessus. Il y a des formules qui permettent d'apprécier le nettoyage qu'on appelle le clairance de la créatinine. La créatinine est considérée comme un déchet et donc on peut voir comment le rein nettoie cela. Alors, il y a des formules, hein. Bon, je pense que certainement que vous avez eu ces formules dans certains cours, je vais vous la laisser. Il y a la formule de Cochrane et Gold, qui serait la plus utilisée en général, qui tient en compte de la clairance de la créatinine, partir de la créatininémie, avec une formule que vous voyez ici sur les diapos. Donc, vous mettez 140, vous faites moins l'âge, vous mettez multiplié par le poids du patient et vous divisez cela par un facteur 0,814 et vous multipliez par la créatininémie. Alors, la valeur ob- obtenue, c'est cela qui vous oriente pour dire s'il y a une bonne filtration glomérulaire ou pas. Parce que la créatinine, en fait, c'est la substance qui est produite essentiellement par les muscles et qui est éliminée exclusivement à travers le rein. Alors, en cas d'insuffisance rénale, la filtration glomérulaire, elle va être donc réduite. Ça signifie que l'élimination de la créatinine va diminuer. Quelle sera la conséquence puisque son élimination par les reins diminue? Ça signifie que la créatinine, son taux dans le sang va augmenter. Et c'est pour cela qu'on dose la créatinine ou encore l'urée. Donc, il ne faut pas oublier non plus, et ça je ne l'ai pas dit, mais on va revenir dessus, c'est que le rein a aussi une autre fonction hormonale. Le rein produit des cytokines. Et parmi les cytokines, la cytokine principale que produit le rein, c'est l'érythropoïétine. Vous savez que lorsqu'il y a une condition d'hypoxie, il y a un stimulus qui fait que le rein dit, attention,
le taux d'oxygène a diminué, je produis plus l'érythropoïétine qui va aller stimuler la production des globules rouges dans la moelle, donc qui va stimuler l'érythropoïèse. Et donc, lorsqu'il y a une insuffisance rénale, on peut avoir aussi un problème dans la production du sang, et c'est pour cela qu'on aura les anémies liées à l'insuffisance rénale. Alors, l'insuffisance rénale, d'une façon générale, hein, très synthétique, hein, moi je vous donne des notions de base, comme ça après vous allez raisonner. Il faudrait même pas raisonner beaucoup parce qu'une fois que vous avez compris ça, quand vous posez une question en disant, voilà, un enfant de 14 ans, il a fait une glomérulonéphrite post-streptococcique et il urine peu et tout, on vous demande des signes cliniques. C'est pas compliqué. On vous demande l'évolution. On vous demande la prise en charge. Ça ne sera pas compliqué puisque vous aurez compris qu'il s'agit d'un syndrome glomérulaire qui peut évoluer vers une insuffisance rénale. Et alors, euh, au début, comme je vous ai dit, l'insuffisance rénale ne se manifeste pas. Mais au bout de quelques mois ou de quelques semaines, ou même parfois après quelques années, on commence à avoir des troubles qui concernent justement toutes les fonctions du rein. Le rein a aussi une fonction endocrinienne, hormonale. Il gère en fait le métabolisme du fer, du calcium et des phosphates. Et donc, on pourrait avoir des perturbations métaboliques. Par exemple, c'est de l'équilibre hydrosodé, une perturbation acido-basique, c'est tout cela qu'on a l'acidose. On peut avoir une perturbation parce que les déchets se cumulent dans le sang et on peut avoir une perturbation au niveau du calcium et avec comme conséquence des ostéopénies, ostéoporose et tout, etc. Au point de vue hématologique, comme je vous l'ai dit, puisque on peut avoir une réduction de la production de la moelle et donc on peut avoir une anémie. On peut avoir aussi des troubles de l'hémostase au cours de l'insuffisance rénale et enfin les complications cardiovasculaires, dont essentiellement l'hypertension. Voilà, c'est des choses essentielles que vous devrez retenir sur l'insuffisance rénale. Voyons maintenant un peu les causes de l'insuffisance rénale. Comme ça vous permet de, de reparcourir les facteurs étiologiques qui sont à la base du syndrome glomérulaire. Et lorsque le syndrome glomérulaire évolue, il va finir par aboutir à l'insuffisance rénale chronique. Alors, parmi les causes, vous avez ce qu'on appelle les néphropathies vasculaires. Les néphropathies vasculaires, c'est quoi? C'est tout simplement chez un patient qui était, par exemple, hypertendu, ou bien chez les adultes, c'est des patients qui ont ce qu'on appelle l'athérosclérose, hein, donc un cumul de graisse, de lipides dans le sang excessif. Mais en pédiatrie, les néphropathies vasculaires, oui, elles existent aussi parce que, en fait, en pédiatrie, les causes, par exemple, de l'hypertension artérielle, c'est les anomalies de l'artère rénale. L'artère rénale, c'est une petite artère qui sort de l'aorte comme ceci. Lorsqu'il y a, par exemple, des bandes fibreuses qui compriment l'artère rénale, le fait de comprimer l'artère rénale, ça va provoquer une réaction d'hyperproduction de la rénine, etc. Et donc, ça va être responsable de l'hypertension artérielle d'origine rénale. Ou bien encore lorsque vous avez un petit vaisseau anormal, ou bien lorsque l'artère rénale est elle-même, elle fait défaut, elle a une cavité réduite. Ça, ce sont des causes qui peuvent être à la base de l'hypertension d'origine néphropathique. Le diabète, il ne faut pas oublier que vous avez le diabète type 1, type 2, et que en pédiatrie, nous voyons les deux. Vous voyez un diabète type 1, vous voyez le diabète type 2 aussi. Donc, le diabète peut être une des causes de l'insuffisance rénale chronique. Retenez cela. Alors après, il y a ce qu'on appelle les glomérulonéphropathies euh, qui sont dues aux maladies rhumatismales, hein, la fièvre aiguë rhumatique, et que vous avez probablement vu
et qui sont responsables en fait des infections post-streptococciques. Vous vous rappelez, on avait vu que c'est un enfant qui a un antécédent des maux de gorge, angine, et puis après, à la longue, il aura quoi? Il aura un problème au cœur parce qu'il aura une valvulopathie, mais à la longue aussi, il aura un problème au rein. Justement, il peut avoir ce qu'on appelle une glomérulonéphrite post-streptococcique ou post-infectieuse. Nous en avions déjà parlé. Après, il y a les néphropathies héréditaires, hein, comme le syndrome d'Alport. Le syndrome d'Alport, c'est une anomalie des chromosomes, si je ne me trompe pas, où le patient il est de petite taille, insuffisance rénale, anomalie osseuse et tout, etc. Je vous invite d'aller voir ça dans vos cours. C'est juste une curiosité, hein, Bien encore, on peut avoir ce qu'on appelle la polykystose rénale, le rein. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir, hein. J'en ai déjà vu, hein. C'est les reins, au lieu d'avoir la forme normale que nous avons vue, un cortex et une partie médulaire, et puis un bassin dans lequel vont s'écouler les déchets, donc les urines. Les reins est bocellé, donc il a plusieurs kystes. Eh ben, ce rein polykystose, ce qu'on appelle la polykystose rénale, c'est un rein qui ne fonctionne pas bien. Après, les causes de l'insuffisance rénale, vous pouvez les avoir aussi au cours des maladies systémiques. Parmi les maladies systémiques, il y a ce qu'on appelle les vasculites. Vous savez, en pédiatrie, on a plusieurs types de vasculites. On a la maladie de Enoch-Schangen, c'est une vasculite. Vous avez le Kawasaki, le syndrome de Kawasaki, c'est une vasculite. Et vous pouvez avoir aussi chez les enfants là, le lupus érythémateux disséminé, qui n'est pas si rare que cela et qui peut être, en fait, ce sont toutes des maladies, si vous voulez, auto-immunes. Et vous pouvez avoir aussi des causes urologiques, hein, par exemple, dues justement au reflux vésico-urétral et qui va se répercuter sur les reins. Donc, même les causes urologiques, quand il y a un obstacle sur l'écoulement des urines, ça peut se répercuter à la longue sur le rein. Il y aura une hydronéphrose et tout, etc. Et donc, le rein peut mal fonctionner. Oui, autre chose aussi, évidemment, c'est les cancers. Les cancers, en pédiatrie, vous avez des néphroblastomes. Donc, c'est une tumeur fréquente en pédiatrie qui peut être à la base d'une insuffisance rénale chez les enfants. Alors, devant tout ce tableau-là d'un patient qui peut présenter une insuffisance rénale chronique, quelle est la démarche diagnostique qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous donne des notions pratiques. Un, il faut faire l'échographie. L'échographie est accessible, je dirais aujourd'hui, dans tous nos milieux. L'échographie, pourquoi? L'échographie, c'est un outil qui va vous permettre de parcourir l'arbre euh, urinaire, l'appareil urinaire. À partir des reins, vous allez descendre jusqu'à la vessie. Deux, si vous avez un échographe Doppler couleur, vous pouvez apprécier si les vaisseaux, si les artères rénales fonctionnent bien, si elles ont une pression qui a augmenté, etc. Vous pouvez faire un scanner, mais en Bujimaï, ah oui, on m'a dit qu'on a installé un scanner à la Mouya. Donc voilà, c'est des choses que nous pourrions faire. Sinon, on fait l'IRM. Bon, ça, on l'a pas. On l'a pas, on l'aura pas tout de suite. Ce qu'un clinicien doit faire aussi, c'est le fond d'œil. Donc, retenez, hein, le fond d'œil, vous le demandez pas seulement en neurologie ou parce que vous suspectez une tumeur du cerveau et tout. Vous demandez aussi en néphrologie parce que justement, vous pouvez avoir l'hypertension. Et parmi les signes de l'hypertension, vous pouvez voir des signes que l'on peut voir déjà dans le fond d'œil. Des hémorragies qui peuvent se manifester au niveau de la rétine et qui sont liées à l'hypertension. Et n'oubliez pas aussi que l'épistaxis, qui est un signe d'hypertension, par exemple, chez les adultes, vous pouvez l'avoir aussi chez les enfants.
On peut demander l'urographie, hein, l'urographie intraveineuse. Hein. Donc, on va mettre un produit de contraste qui va dessiner à partir du rein toute la forme du rein et des voies excrétrices. Et lorsque vous avez ça dans les mains d'un bon radiologue, il peut vraiment vous interpréter beaucoup de choses. Alors, il y a une chose que l'on fait de plus en plus dans les pays du Nord, parce que la néphrologie, c'est une des spécialités où je parle vraiment des maladies du rein. Soit vous les diagnostiquez, on va dire, avec la clinique, l'histoire, c'est le principe, hein, l'histoire, l'échographie, l'imagerie, mais souvent, pour pouvoir identifier et définir clairement les lésions des glomérules, il faut faire une biopsie rénale. Alors, dans le département de pédiatrie, nous devrions nous spécialiser aussi en cela. Ça vaut la peine que parmi les assistants, il y ait ceux qui puissent s'orienter dans la néphrologie et ils iront apprendre à faire une biopsie rénale. La biopsie rénale, elle se fait, elle n'est pas très compliquée aujourd'hui grâce à l'échographie avec une sonde échographique. En fait, c'est une ponction en biopsie rénale. Hein. Ce n'est pas aller couper un morceau de rein comme tel. C'est grâce à la sonde de l'échographie, on vous pouvez vous orienter et vous avez une aiguille avec un trocar. Vous piquez dans le rein et vous sortez une petite carotte de rein et vous l'envoyez chez le pathologiste. Ça, c'est un des moyens pour avancer et pour mieux préciser le diagnostic, surtout les diagnostics des glomérulopathies que vous aurez vu, je ne sais pas si je vais vous les montrer, mais que vous avez certainement déjà vu. On va dire c'est une glomérulopathie. Bon, ça, c'est selon la réponse thérapeutique sensible aux corticoïdes ou pas. En général, lorsqu'elles sont sensibles aux corticoïdes, on ne fait pas de biopsie puisque ça répond bien. Mais quand ce n'est pas sensible, à ce moment-là, il faut faire une biopsie qui va vous définir le type de glomérulopathie que le patient présente. Ici, je voulais vous montrer un schéma très simple hein, qui vous montre ce que j'ai dit tantôt, que l'insuffisance rénale ne commence pas d'emblée avec des signes graves. Donc, vous voyez ici, le patient, la filtration glomérulaire, elle est encore bonne et puis elle va se dégrader petit à petit, hein, mais sans qu'il y ait des symptômes, sans qu'il y ait des signes particuliers. C'est à la fin, quand l'insuffisance rénale devient sévère, que vous voyez même que la créatinine augmente dans le sang. Et ici, c'est un petit schéma de rappel pour vous montrer le glomérule, hein, c'est ça la partie importante, que la créatinine vient des muscles, elle va là-bas et donc normalement elle passe là, elle sera éliminée. Et quand il y a une insuffisance rénale, elle va se cumuler dans le sang parce qu'elle sera peu éliminée. Ici, c'est juste pour vous rappeler les fonctions du rein. Elle a une fonction donc hormonale qui concerne la production de l'EPO, la production de la rénine et le rein intervient aussi dans le métabolisme du calcium. Voilà. Les conséquences de tout cela, c'est ce dont nous avons dit. Hein, vous voyez la conséquence au niveau du sang, production de la moelle, le trouble acido-basique, etc. Bon, voilà, ce sont juste des petits schémas qui vous permettent de garder cela en mémoire. Et pour clôturer ce petit chapitre, on va arrêter, on fera une pause. C'est juste pour vous dire que quand vous avez une insuffisance rénale, voilà ce qui se passe. Le taux de créatinine augmente, l'urée augmente. Vous avez une acidose. Vous pouvez avoir une hyperpotassiémie, les phosphores, l'acide urique. L'acide urique, ça signifie vous pouvez avoir la goutte. Par contre, le calcium diminue et le nombre de globules rouges diminue. Les signes cliniques, alors là, vous voyez, là, vous pouvez avoir une phase de polyurie, oligo-anurie, fatigue, œdème, hypertension, prurite, n'oubliez pas ça,
prurite, etc. Donc voilà, c'est juste des petits schémas que j'ai tenu à vous laisser pour que vous puissiez savoir que ce sont les complications que vous pourriez avoir. Ici, je vous laisse ce petit schéma aussi pour répéter ce que je viens de vous montrer avec cette image-là. Donc, ah oui, un des signes aussi de l'insuffisance rénale, ce sont des fourmillements, des crampes. On a les jambes qu'on doit tout le temps bouger et tout, etc. N'oubliez pas l'hypertension artérielle qui est un des signes importants de l'insuffisance rénale. Très bien. Alors, on va faire une pause, puis on va revenir. Je vais vous parler de deux, trois signes particuliers que nous avons vus dans l'insuffisance rénale, mais on va revenir dessus après avoir fait une pause. On va arrêter.